sommes évidemment en présence d'une réflexion sur comment intervenir, comment faire, comment agir. On doit conclure quelque part ces journées. Avec nous, on a M. Jean-Philippe Dugan-Clément, que je vous rappelle, il est président délégué de l'AFNO et il est vice-président de la région Île-de-France. M. Vincent Montriot, qui est adjoint au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Lucie Morand, qui est une architecte, docteur en urbanisme, aujourd'hui chez Suez Consulting. Thérèse Chartier. Alors, Madame Thérèse Chartier, elle est membre du Conseil de développement, membre citoyenne du Conseil de développement de l'Eurométropole de Strasbourg. On la interviewera à titre personnel, évidemment. On aimerait voir son expérience dans ce CODEV. Et Monsieur Perlaplane, que nous ne découvrons pas parce que c'est le directeur de l'agence ADEUS et que nous sommes ravis d'avoir entre nous. Alors, là, la première question qui me vient à l'esprit, c'est vraiment comment on agit, comment on intègre, quel type de plan, planification, agriculture, biodiversité, aménagement. Donc, comment on peut faire de tout ça un fonctionnement structurant, comment on l'intégrer dans nos schémas, dans nos arbitrages. Voilà, le premier que je voudrais interpeller sur cette complexité est justement le vice-président de la région Île-de-France. Bien, mais merci beaucoup. Merci à tous les intervenants précédents parce que ça a permis de mettre en exergue beaucoup de points. Et pour moi, notamment, le fait que la question de la gestion de l'eau, qui est probablement pour notre pays l'un des enjeux des 2 prochaines décennies majeurs, est passé d'une logique où en fait l'eau n'était pas véritablement un souci, en tout cas dans une majeure partie du territoire. Une région comme l'Île-de-France, la question de l'eau n'était pas un sujet majeur. Et donc l'eau a été invisibilisée globalement comme tout ce qui n'est pas un problème ou ce qui est naturel, ce qui fonctionne tout seul. Et nous sommes aujourd'hui passés d'une invisibilisation de l'eau à une gestion du risque lié à l'eau, lié au trop ou au trop peu, lié au manque ou à l'excès. C'est quelque chose qui est un paradigme nouveau et qui est un paradigme d'autant plus compliqué à gérer quand on parle de l'eau, quand on traite de l'eau, qu'on est dans un pays qui est totalement morcelé, qui est un millefeuille avec un enchevêtrement de compétences absolument dingue, là où il devient dur de coordonner les actions des uns et des autres. La question de la gestion de l'eau, en fait, elle s'approche au niveau elle s'examine au niveau du macro ou du micro. Le micro, c'est ce qui a pu être évoqué, c'est le projet d'urbanisme territoire par territoire, c'est ce qui va relever globalement du bloc communal, ce qui va relever des PLU, c'est comment est-ce qu'on travaille sur la lutte contre le réchauffement, comment est-ce qu'on travaille sur la gestion d'une pluie décennale, d'une pluie vingtenale, de problématiques de ruissellement de plus en plus fort, de problématiques de gestion de crues quasiment à la parcelle. Et la question macro, c'est comment est-ce qu'on fait travailler tout le monde ensemble? Comment est-ce que d'un point de vue macro, au-delà de la question de la théorie du colibri, on arrive à avoir une cohérence d'action? Quand on parle de la prévention des crues, parler de la prévention des crues au niveau du bassin versant, c'est une évidence, mais c'est insuffisant. Parler au niveau régional, c'est même quasiment insuffisant. Parler de la prévention des crues de la Seine, on a 3 régions qui sont intégralement concernées, la Normandie, l'Île-de-France, le Grand Est. Et penser qu'on puisse parler de la prévention des crues à un seul échelon, c'est quelque chose qui est, à mon avis, totalement illusoire. Alors, quand on a dit ça, une région comme l'Île-de-France est amenée à faire, dans le cadre de ses compétences, comme toutes les régions, on a des schémas d'urbanisme, on vient de réécrire, de repenser le nôtre, le SDRIF environnemental, ça a été 3 ans de concertation, ça a été ce qui n'est pas dans nos compétences, une prise en compte de l'eau, une prise en compte de la gestion de l'eau sur le risque. On est venu introduire des trames bleues, on est venu introduire des trames vertes, on est venu aller travailler sur la préservation et l'augmentation de la préservation et du renforcement de la protection de zones humides, travailler sur la façon dont on peut accompagner la transformation du modèle agricole par rapport à la question de l'eau, travailler sur la cartographie du risque. L'exécution du PPRI, des plans de prévention des risques et des inondations, relève de l'État. Pour autant, dans la cartographie du SDRIF, on a pris le parti de cartographier une crue de 1910
plus 10%. La crue de 1910, c'est celle qui a paralysé Paris au début du siècle, qui aujourd'hui se chiffrerait en centaines de milliards de coûts pour le pays, en paralysant 31% du PIB français. La réalité, c'est celle-là. Et la crue de 1910, les deux derniers grands épisodes de crue vécus en Île-de-France, 2016 et 2018, une crue hivernale et une crue printanière début d'été. Sur ces deux crues, on a eu des étiages sur une partie des bassins versants qui sont sortis de leur lit qui étaient supérieurs à 1910. La seule chose qui fait que Paris n'a pas été sous l'eau, c'est que dans un cas, c'est le bassin de Lyon qui a été supérieur, dans l'autre, c'est le bassin de la Marne, mais on n'a pas eu l'ensemble des bassins qui sont montés en même temps. Mais donc, cette question de la cartographie du risque, elle se pose. Donc, tout le sujet d'une région comme l'Île-de-France, c'est d'essayer d'impulser, de poser des règles, de poser des normes, de renforcer les protections en lien avec l'État pour essayer de faire en sorte que l'action communale, l'action du bloc communal qui est le lieu où on peut agir, s'en empare. Le lieu qui peut agir de par la loi. Hein. La gestion des inondations, c'est la compétence GEMAPI qui a été donnée aux agglomérations. Et la gestion du droit du sol, du droit de l'urbanisme, elle relève des communes ou des intercommunalités. Voilà en quelques mots. Et puis, un outil également, parce que je ne peux pas ne pas en parler ici aux Journées de l'AFNO, c'est l'Agence d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France. C'est l'Institut Paris Région qui est pour nous aussi, là encore, au-delà de ce qui peut être stricto sensu, les compétences de la région, un outil de benchmark, de data. Quand on va travailler sur la cartographie des berges, quand on va essayer ces berges qui ont été invisibilisées, enfin, on est dans un pays où on a enterrer des cours d'eau. Si on prend l'exemple de la Bièvre, bien connue du fait de la rue de Bièvre où habitait un ancien président de la République, d'un cours d'eau qui traversait Paris, ultra pollué, et qui a fini par être totalement recouvert. Donc c'est travailler et inciter à la réouverture, là où ça peut être fait d'un certain nombre de cours d'eau, c'est rendre l'eau comme un espace de vie, comme quelque chose qui fait partie de notre développement. Très souvent, on voit des bords de cours d'eau aujourd'hui qui sont cabanisés parce que, en fait, ça a été des endroits oubliés, auxquels on a dénié toute forme de valeur. Et donc, c'est ce qui est porté aussi par l'Institut Paris Région sur les berges, sur la cartographie des ruissellements. Et puis, on pourrait faire des heures, mais je ne suis pas le seul à intervenir. Monsieur Montreuil, donc Monsieur Dugois-Clément vient de mentionner justement le fait de travailler micro, macro, les communes ont tel droit, etc. Donc il est évident que l'acteur État est un des acteurs qui intervient sur ces territoires. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je rappellerai effectivement, dans le prolongement de ce qui vient d'être indiqué, que on part effectivement de ce constat et ensuite l'État doit se donner les moyens et donner les moyens aux collectivités de traiter cette problématique. Donc la problématique, on passe d'une ressource inépuisable à une ressource grandement épuisable. On a pu constater des sécheresses à répétition. On pense notamment à 2022 avec plus de 2000 communes qui ont connu des ruptures dans l'approvisionnement. Une consommation excessive en France. Hein, si on compare par exemple avec le pays voisin qu'est l'Allemagne, on est à 150 litres contre 120 chez nous. Et une très forte artificialisation des sols. Tout cela, effectivement, nous conduit à agir. On nous conduit à agir dans un cadre qui est maintenant un cadre décentralisé. Et je souhaiterais insister sur ce point. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, côté service de l'État, nous allons mettre en place des politiques nationales. Alors, j'en prends une, par exemple, la sobriété foncière avec le zéro artificialisation nette, c'est une politique nationale. Mais ensuite, elle doit faire l'objet d'une déclinaison locale. Et de la même manière, un certain nombre d'outils de planification qui mettent l'eau au cœur du sujet sont des outils de planification qu'on envisage au niveau de l'État, mais qui ensuite doivent être déclinés localement. Je citerai peut-être quelques exemples. On peut notamment évoquer le plan eau qui a été adopté en 2023 à la suite des travaux du secrétariat général de la planification écologique, qui fixait des objectifs tels que la sobriété des usages, avec un objectif de moins 10% prélevé d'ici 2030. Des solutions de stockage qui permettent d'améliorer la rétention dans les sols et dans les nappes via des actions de désimperméabilisation ou des solutions fondées sur la nature. La résilience des territoires, notamment pour anticiper les crises de sécheresse, et également la prise en compte de la qualité de l'eau en prenant soin des écosystèmes et en limitant les pollutions diffuses.
Alors, ce plan eau, il a été financé avec le concours des agences de l'eau et il est représentatif de la manière dont nous conduisons des politiques nationales, c'est-à-dire un plan qui doit ensuite décliner localement et un plan qui s'articule avec également le niveau supérieur que peut être le niveau européen. Je pense notamment à la fois à la directive cadre sur l'eau, je pense également au règlement européen de restauration de la nature qui veille notamment à la renaturation des cours d'eau. De la même manière, je citais le zéro artificialisation net, on est là aussi effectivement sur la même logique, c'est-à-dire la préservation de la sobriété foncière préserve le cycle de l'eau, puisque c'est les deux faces d'une même pièce, évidemment. Qui dit étalement urbain dit imperméabilisation des sols, évidemment dit plus faible capacité, par exemple, à lutter contre des expansions de crues. Donc là aussi, vraiment, la nécessité d'avoir une vision un peu prospective, une vision de long terme, une vision de planification, qui ensuite est déclinée dans le cadre de cette politique décentralisée, pour lesquels on accompagne évidemment les différents acteurs locaux. On peut citer par exemple quelques cas d'accompagnement. France Stratégie, qui avec le concours du CEREMA et de l'Office français de la biodiversité, a publié une étude prospective sur la ressource en eau qui permet de faire des simulations de scénarios de développement du territoire selon la ressource disponible en eau en 2050 au regard des projections du GIEC. Donc il y a des petits carrés de 6 km par 6 km qui permet localement de déterminer, de se poser, de répondre à des questions aussi simples que est-ce que je peux accueillir une usine de recyclage de batteries, puisque ça consomme de l'eau, puis-je accueillir une nouvelle population, développer de l'activité touristique ou encore accueillir une centrale nucléaire. Alors, une fois que ces collectivités se sont posées ces questions, elles doivent ensuite, et là je rejoins ce qui vient également d'être précédemment dit, les décliner dans le cadre des schémas régionaux et des documents d'urbanisme. Alors, on a cité le SDRIF, on peut aussi citer les SRADET, SCOT, PLUI, carte communale, de manière à encadrer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Et là aussi, le rôle de l'État, c'est finalement de donner des outils aux différents acteurs. Par exemple, pour les PLU, récemment, dans des lois récentes, nous avons développé la nécessité, voire l'obligation de prévoir des coefficients de pleine terre. On peut également citer les orientations d'aménagement ou enfin des dispositifs de zones préférentielles pour la nature. Et par ailleurs, on a une réflexion d'accompagnement fin des collectivités dans la réflexion avec des outils tels que les ateliers des territoires qui permettent effectivement de favoriser cet accompagnement, les plans de paysage qui permettent de réinterroger la place de l'eau sur son territoire via ces aménités, et avec effectivement, dans le cadre de ce rôle d'innovation, ce rôle d'adaptation locale, un rôle essentiel des agences d'urbanisme dans l'accompagnement et la transformation aux côtés des collectivités. Et plus généralement, je pourrais conclure ainsi cette logique d'avoir une réflexion un peu générale avec un projet politique local sur le partage de l'eau. Par exemple, en ayant une réflexion plutôt autour du bassin versant plutôt qu'une réflexion autour peut-être des limites administratives. Et donc, cette nécessité, effectivement, d'avoir cette approche collaborative que nous essayons d'accompagner. Ah, je reviens vers l'élu régional parce qu'effectivement, j'ai presque envie de plaisanter là-dessus en disant c'est très inconfortable de ne pas pouvoir dire c'est l'État. Parce que c'est vrai que dans la décentralisation qui vient à être déclinée par M. Montrieux, il y a cette histoire entre différentes échelles. Il y a trop d'acteurs qui interviennent. Est-ce que la structure telle qu'elle est aujourd'hui, à votre avis, permet d'intégrer tout ce qu'on a dit en ces jours? Très clairement, non. Parce qu'on est dans une décentralisation totalement imparfaite dans notre pays. On est, pour moi, c'est un débat politique, mais l'un des pays les moins décentralisés au monde. Être décentralisé, c'est avoir une autonomie de décision, une autonomie fiscale. Aujourd'hui, les collectivités locales en France n'ont ni autonomie de décision, ni autonomie fiscale. Dans le meilleur des cas, on est sur une forme de déconcentration larvée sous autorité de l'État. Donc c'est un débat assez large là-dessus. La deuxième chose qui ne permet pas fondamentalement de porter ça, c'est la question du millefeuille. On a aujourd'hui un enchevêtrement de structures qui font d'ailleurs que plus personne ne sait dans ce pays vers qui se tourner sur le qui fait quoi, et qu'on est obligé collectivement, grâce entre autres au travail des agences d'urbanisme, d'arriver à essayer de travailler
collectivement pour arriver à faire les choses. Et là-dessus, je pense que quand on parle du chantier de la décentralisation, c'est un chantier d'efficacité publique et des politiques publiques et un chantier également d'efficacité du ressenti démocratique. Alors quand on parle de l'eau, effectivement, on le mesure totalement. Enfin, aujourd'hui, on a l'État qui fixe une règle nationale, les régions qui sous-ventilent un cadre au travers du SDRIF et des SRADET, essentiellement d'ailleurs sur la question de la règle de l'artificialisation des sols et de la mise en œuvre du ZAN à 2050, que l'État est d'ailleurs en train de quasi vouloir supprimer par rapport aux lois de 2021 et 2023, État politique, pas administratif, s'entend. Derrière, au sein des régions, vous avez des agglomérations qui ne correspondent pas au bassin versant, qui ont la compétence GEMAPI pour lutter contre les inondations. Alors, ce qui peut avoir un côté intéressant, ça peut susciter de nouvelles solidarités. Quand la métropole du Grand Paris, qui globalement est la zone inondable et qui dépend de la non-artificialisation des zones périphériques, est amenée à les financer des caissons dans la bassée montois, on voit que ça crée de nouvelles solidarités entre des territoires qui ont des besoins différents, mais on voit aussi la limite de l'exercice. Et derrière, vous vous retrouvez enfin à avoir la commune qui doit avoir son PLU qui est conforme au SCOT de l'agglomération, au SRADET ou au SDRIF de la région, le tout appliqué en application d'une loi qui est susceptible d'être modifiée pour la 3e fois en l'espace de 5 ans par l'État, et qui est l'outil d'action efficient par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. On voit bien qu'on a un système aujourd'hui qui est totalement inadapté. Moi, ma très grande crainte, c'est que quand on voit l'état du pays qui est incapable de se doter d'un budget, je ne sais pas comment on va travailler sérieusement sur la décentralisation. Okay. Donc, alors, je ne veux pas réouvrir le débat sur la décentralisation. Après, peut-être on aura la possibilité, si vous voulez, d'un commentaire. Je parlais avec Lucie Morand quand on a pu s'entretenir par téléphone avant de se voir ici, de dire, on me dit souvent comment appliquer les villes éponges. Je pense que là, vous avez un cas exemplaire de difficulté à intégrer un type de projet. Je dirais même merci, parce que franchement, je n'aimerais pas être dans un système chinois, personnellement du moins. Et j'aimerais bien venir vers vous parce que le concept de ville éponge a été déjà décrit. Vous avez travaillé beaucoup, vous avez fait une thèse sur le cas des villes éponges en Chine. Vous y avez passé des années, vous les avez travaillé, vous y avez travaillé et maintenant vous le faites en France. J'aimerais bien comprendre, pas savoir pourquoi techniquement c'est pas faisable, mais vraiment le concept en soi de la ville éponge et s'y répond à certains types de nécessités aujourd'hui. S'allumer, oui. Tout à fait. Alors, je tiens à préciser quand même que, effectivement, aujourd'hui, je travaille en France, Oui, absolument. Mais dans le cadre de cet atelier où on réfléchit justement à comment on va réinventer nos façons d'habiter, le cas de la Chine est effectivement intéressant à analyser, puisqu'il y a ce programme de la ville éponge, qui est un programme politique qui a été lancé dès 2013, et qui en fait se base sur des millénaires une culture millénaire de planification urbaine avec l'eau, mais aussi l'appui de concepts qui sont développés par des intellectuels et des universitaires chinois qui ont donc travaillé sur la ville éponge. J'ai une petite pensée pour le maître à penser justement de la ville éponge qui s'appelle Yu Kongjiang et qui est décédé il y a quelques jours dans un accident d'avion et qui lui a accompagné donc le gouvernement chinois sur le développement de ce concept. La motivation de ce programme est aussi due à des tensions, enfin des problématiques qui sont liées effectivement au changement climatique, donc le manque d'eau, le surplus d'eau dont on a parlé, mais aussi un sujet qui est quand même lié à l'anthropisation excessive de notre environnement et qui est la pollution de l'eau. Et donc, le programme de la ville éponge chinoise, c'est gérer l'eau, mais surtout gérer la pollution de l'eau. Donc ça, c'est une dimension qui est quand même très importante. Le concept, on l'a dit, c'est pouvoir absorber l'eau, mais aussi pouvoir récupérer l'eau qui ne peut pas être infiltrée pour la traiter et la réutiliser in situ. Le programme est extrêmement ambitieux, puisqu'il a un objectif de résultat d'obtenir 80% des aires urbaines chinoises perméables
et 70% de l'eau qui n'est pas absorbée, réutilisée in situ. Donc, effectivement, ça nous semble complètement démesuré si on le transpose dans nos territoires, enfin dans nos villes européennes qui ont des tissus très anciens, qui sont très denses. Mais là, on se rend compte que ce choix très ambitieux correspond à le gouvernement chinois a jugé qu'il était nécessaire d'aller aussi loin pour que cette gestion de l'eau fonctionne sur des villes qui sont très denses, très peuplées et dont l'étalement urbain est très important. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Enfin, ce programme de la ville éponge nous donne à réfléchir sur plusieurs choses. C'est effectivement comment on va habiter ces villes qui vont être orientées sur l'eau et réfléchir à notre rapport au sol, à l'occupation des sols, notre rapport à la densité urbaine et effectivement notre rapport au paysage urbain. On l'a vu tout à l'heure, des photos assez extraordinaires, alors qui sont très critiquées chez nous, mais finalement, pour moi qui ai habité quelques années, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait ? Pourquoi ne pas aussi ouvrir le champ des possibles sur d'autres formes ? Alors, effectivement, il y a beaucoup de villes nouvelles qui se calquent sur cette ville éponge, mais certains architectes chinois et français travaillent sur transformer, redonner, réintroduire aussi un peu de rêve dans les villes existantes et les villes anciennes. Il y a aussi une autre idée qui est introduite par ce programme de la ville éponge, c'est comment on va réintroduire la culture de l'eau, qui est extrêmement puissante en Chine. On a fait référence au taoïsme, mais aussi au fait que 80% de la population chinoise vit près de l'eau, donc soit en zone littorale, soit près de fleuves ou de grands lacs. Et que donc cette culture de l'eau, elle va nous permettre de repenser cet élément comme une infrastructure économique, sociale, identitaire, sanitaire, etc. Voilà, donc je pense que c'est des idées, ce programme nous amène à repenser aussi, à nous re-questionner dans notre milieu européen et de ville ancienne sur que va devenir l'eau et comment on va l'introduire et la planifier dans nos villes pour qu'elle ramène aussi du sens dans les façons d'habiter. Okay. Merci. Monsieur Montreux, je peux revenir sur vous vraiment 2 minutes parce que je n'ai pas, je veux dire, comment intégrer tout ça. Vous avez entendu Jean-Philippe Ducoing-Clément par rapport au manque de décentralisation. On a parlé d'instruments, d'outils. Vous avez mentionné le fait qu'on est quand même un État décentralisé, d'une manière imparfaite, d'une manière incomplète. Incomplète, ça veut dire qu'on a un projet vers lequel on doit y aller. Je ne pense que ce soit le cas. Vous êtes un homme de loi en plus, donc vous avez une compétence là-dessus, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Comment on redéfinit? Parce que là, il y a évidemment un besoin d'outils différents, instruments différents, une action qui n'est pas possible complètement comme on veut la faire. Il y a des marges de manœuvre, il doit avoir des marges de manœuvre. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est vraiment un avis personnel que je vous demande pour vos compétences. Oui, alors effectivement, enfin, on peut effectivement tout à fait, et d'ailleurs le sujet est en débat, considérer qu'on est sur une forme de décentralisation imparfaite, mais on a une histoire, enfin, on en parlait hier en aparté, effectivement, on évoquait les histoires très différentes de la construction italienne et de la construction française, donc effectivement, on part de choses qui sont très différentes. Nous, la décentralisation, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne en partant d'un pays très centralisé. Donc effectivement, c'est un apprentissage qui est long, qui peut parfois être complexe et qui est probablement encore à parfaire, comme le montrent les débats actuels. Il n'en demeure pas moins que la politique, notamment en matière d'urbanisme, est une politique qui est décentralisée, en tout cas s'agissant des documents d'urbanisme, depuis maintenant quasiment 40 ans. Et donc, effectivement, sans pour autant nier le fait qu'on a par ailleurs un sujet financier qui peut conduire à ce que un certain nombre de problématiques ne soient pas encore totalement traitées, il me semble que les outils qui sont mis à la disposition de l'État, ou en tout cas ce que le législateur essaye de donner pour faciliter le travail ensuite du niveau régional, du niveau local, est de nature, effectivement,
à cette prise en compte, notamment, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe, cette prise en compte de l'eau. Et je dirais que nous, maintenant, notre objectif et notre ambition, c'est effectivement d'améliorer cet accompagnement, à la fois en termes d'ingénierie, et sur ce point, on a effectivement un certain nombre d'outils qui ont été mis en place. Enfin, je prends l'exemple, pour ne pas citer, mais on avait un certain nombre de choses qui ont été faites, je pense notamment au Fonds vert ou d'autres outils qui ont pu être mobilisés par les collectivités pour disposer effectivement de finances pour assurer cet accompagnement. Comme je l'évoquais, on pourra le dire de manière plus détaillée, on a un dispositif d'accompagnement des territoires qui est porté par notre direction, l'atelier des territoires, qui permet effectivement de mobiliser cette synergie et d'accompagner les acteurs. Je prends une illustration avec le site lauréat de la communauté d'agglomération d'Épinal sur la session Faire de l'eau une ressource pour l'aménagement, qui effectivement a permis d'inverser le regard des élus sur le lit majeur de la Moselle et de leur faire prendre conscience du fonctionnement de leur lit. Et donc, en fait, ensuite, il y a une déclinaison qui doit être faite au niveau local. Alors, effectivement, les services de l'État peuvent accompagner, mais il me semble tout de même que la démarche, elle doit quand même aussi également venir d'en bas. Et je crois d'ailleurs que c'est un souhait de la part des acteurs, de la part des citoyens, que cette démarche, elle vienne d'eux et qu'elle ne leur soit pas imposée. Merci beaucoup. Puisqu'on parle de citoyens, ça tombe très bien parce que nous avons ici Thérèse Chartier. Alors, la présence de Madame Chartier est très utile à ce débat parce qu'elle elle est toujours membre citoyenne du CODEV et c'est la voix des citoyens. Alors là, vous ne parlez pas en tant que CODEV, mais vous-même, pour ce que vous avez pu expérimenter dans ce type d'activité, de présence, de témoignage, qu'est-ce qu'il veut le citoyen? Qu'est-ce qu'elles veulent les citoyennes là-dessus? Alors moi, je suis la personne qui est derrière le robinet. Oui, voilà. Et qui ne sait pas forcément l'éteindre ou le fermer, ça dépend des régions où on habite, quand il le faudrait. En fait, l'expérience que je peux apporter ici, c'est l'expérience à travers effectivement ce qui nous a été demandé au Conseil de développement. En 2022, déjà, la présidente de l'Eurométropole nous demande de réfléchir sur l'acceptabilité des mesures de sobriété énergétique. Alors, on comprend parce qu'il y a le conflit, le gaz se raréfie. Elle remet une couche l'année suivante en nous disant de réfléchir sur les questions de sobriété vis-à-vis de l'eau. Sauf qu'en Alsace, on est sur une nappe phréatique immense. L'eau est propre, l'eau coule, l'eau est abondante. Pourquoi est-ce qu'on devrait réfléchir sur des mesures de sobriété de l'eau? On est sur une eau, comme vous l'avez dit, c'est pas un souci. L'eau est inépuisable. Ça a été dit aussi. Comme l'a dit Béatrice Pipard, moi, j'ai pris mon vélo le long de l'île et qu'est-ce que c'est agréable de se balader le long de l'eau. La difficulté pour le citoyen, c'est de comprendre que dans une région où il y a tant d'eau, on ait besoin de faire des économies. Alors, on est sensible aux régions dans lesquelles on ne peut plus remplir ses piscines, arroser ses géraniums. Ici, cette question, elle ne se posait pas en ces termes-là. Donc, en tant que citoyenne, moi, j'ai pris à l'occasion de ces travaux conscience qu'effectivement, il allait falloir se restreindre. Je ne suis pas persuadée que l'ensemble des citoyens de l'Eurométropole, pour ne parler que d'eux, soient sensibilisés à cette question, même si c'est vrai que ces derniers temps, la question de la quantité ne se pose pas forcément, mais la question de la qualité commence à se poser. Et je pense que c'est cette entrée qualité qui commence à nous faire réfléchir à et si on prenait soin de cette ressource inépuisable sur notre territoire. C'est dommage d'en arriver là, de se dire que parce que l'eau ne va plus être potable, on va devoir la protéger. Alors que quand l'eau est en quantité, cette problématique n'intervient pas. Alors, il y a aussi quelque chose que nous avions identifié lors de nos travaux, et ça c'est aussi un indicateur, je pense, pour l'ensemble des partenaires de ce secteur, c'est que vous savez que sur le territoire de l'Eurométropole, seulement un foyer dispose d'un compteur individuel.
Si je ne sais pas ce que je consomme, je ne sais pas de combien je dois. Est-ce que je suis au-dessus de la norme? Est-ce que je suis au-dessous de la norme? Est-ce que ce que je consomme, c'est correct? Est-ce que je dois faire des économies? Donc, la connaissance de notre propre consommation nous aide aussi à se dire peut-être que par rapport à la moyenne, je fais un peu trop. Il a été question aussi de la récupération des eaux usées. C'est vrai qu'en tant que citoyenne, on se dit, quand je tire ma chasse d'eau, cette eau, elle part, ça serait bien si on pouvait la réutiliser, mais ça se fait pas forcément. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé, et moi, ces travaux qu'on a fait m'ont aussi sensibilisé sur la question de la sensibilisation. J'ai 2 petits-fils de 7 et 11 ans. Ils n'ont pas de problème quand on leur dit qu'il faut fermer le robinet quand on se brosse les dents ou quand on se savonne. Ils n'ont pas de problème quand on leur dit qu'il vaudrait mieux prendre une douche qu'un bain. C'est-à-dire que l'éducation à l'économie, à la sobriété, elle se fait vis-à-vis de tout public et très très tôt. Alors, on a parlé de la génération Z dernièrement. Je pense que la génération qui veut tout de suite, elle a aussi compris que ça passait par l'éducation. Et puis, la question de la qualité, elle est intervenue aussi quand on s'est posé la question de tout ce qu'on balance dans nos toilettes, hein. La lessive, les lingettes, l'usine de traitement des eaux ici, on l'a visité et ils nous ont dit combien c'était compliqué maintenant avec toutes ces lingettes qui perturbaient bouchaient les tuyaux. C'est aussi des informations qu'on doit savoir. Donc la difficulté en tant que citoyenne pour réduire sa propre consommation, je crois qu'elle est d'abord savoir combien je consomme, savoir que l'eau est peut-être inépuisable en Alsace, mais sa qualité n'est peut-être pas garantie à vie. Et savoir que le moindre geste que je fais peut avoir des conséquences à un autre endroit de la chaîne. Merci. Alors, je vous en prie, mais rapidement, parce que vous voulez... Je voulais juste, c'est extrêmement important, je pense que vous dites, de faire le lien entre cette compréhension de la valeur de l'eau et en fait, je pense qu'il y a aussi une question d'échelle, puisque aujourd'hui on parle beaucoup du manque ou du trop d'eau et on regarde à très grande échelle et finalement on se rend compte qu'il y a un emboîtement qui va jusqu'au local où on va regarder le sujet principal, c'est les sols en réalité, leur qualité, leur composition, parce que ça va avoir un impact direct aussi sur comment on va gérer l'eau et comment on va faire en sorte qu'elle soit aussi filtrée et revenir dans les nappes. Et puis il y a l'échelle de l'usager individuel, où là aussi on a une interaction avec l'eau, on a des usages et des effets qui vont avoir aussi des impacts à moyenne et à grande échelle. Donc ça c'est très intéressant, on travaille beaucoup sur la pédagogie, sur justement expliquer ces emboîtements d'échelle. Merci. Pierre Laplane, directeur de l'ADEUS. Là, on a entendu les citoyens, on a entendu les différentes échelles. L'ADEUS se met un peu au milieu parce qu'elle a à la fois tous les acteurs à l'intérieur, État, région, etc. Quel peut être le rôle de l'ADEUS, d'une agence d'urbanisme en général? Alors ce rôle, je crois que nous avons essayé de le mettre en évidence tout au long de ces 3 jours avec le réseau de la Fédération des agences d'urbanisme. Le témoignage de Thérèse, votre intervention aussi, vos interventions le montrent. Quand on commence à s'engager et à aborder la question de l'eau, on est quand même très vite interpellé parce qu'on est interrogé sur ses valeurs, on est interrogé sur ses émotions. C'est un sujet essentiel et on n'en sort pas indemne. Et ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs, c'est de construire un programme tout au long de ces 3 jours pour nous mobiliser, nous transporter, nous transformer. Parce que avec l'ensemble des problématiques qui ont été abordées, évidemment, on se dit, je ne peux plus regarder la question de l'eau comme je la regardais avant. Alors très simplement, les agences d'urbanisme, nous ne sommes pas des sachants, nous sommes d'abord des écoutants. Donc aujourd'hui, tout au long de ces 3 jours, nous nous sommes écoutés, nous vous avons écoutés, nous nous sommes nourris. Et tout ce que nous avons reçu, bien évidemment, nous servira dans la construction et l'accompagnement des projets de territoire aux différentes échelles. Ça a été bien rappelé par le vice-président de l'AFNO. Alors, quand même, ce programme, on est parti
du Parlement européen. Et je crois que ça symbolisait bien l'universalité de la question de l'eau, aussi une forme de gravité et de solennité. Et on est aujourd'hui au Palais des Fêtes. Et je crois que ça symbolise aussi la réjouissance que ce retour à l'eau, la ressource que nous apporte cette pénurie de ressources, l'envie que nous apporte cette problématique auquel nous sommes confrontés. Et donc, les enjeux, très simplement, pour les agences d'urbanisme, d'abord de s'engager, bien évidemment, d'éveiller les consciences et de s'éveiller soi-même, susciter l'adhésion, et l'adhésion du citoyen, elle est déterminante, parce que sinon, on a trop souvent les contre-effets productifs des résistances liées à l'incompréhension des injonctions que l'on propose et que l'on impose aux citoyens, libérer les énergies et conjuguer les réponses en prenant en compte cette multiplicité des acteurs, en prenant en compte cette multiplicité des échelles et en prenant en compte la multiplicité des temporalités. Vous avez parlé des crues décennales, centennales et des crues qu'il faut déjà imaginer. Alors maintenant, notre programme de travail, je crois qu'il est tout tracé. C'est d'abord révéler nos compétences, parce que nous avons des compétences, quelquefois elles étaient un peu en friche ou pas suffisamment mises en évidence. C'est mobiliser nos savoir-faire, c'est s'appuyer sur notre réseau, c'est un réseau puissant, il faut le rappeler aujourd'hui, le réseau de l'AFNO. Et puis, c'est se connecter à tous les acteurs de l'eau, ils sont multiples, dans un sens le plus large possible, et de la culture à l'histoire, la géographie, c'est vraiment ce que nous avons essayé de faire, changer de dimension, changer de regard, et puis maintenant contextualiser tout ce que nous avons reçu pour chaque territoire. Alors peut-être, puisque j'ai la parole, ça va durer 2 secondes, vous dire qu'à la sortie, nous vous remettrons un livre qui s'appelle « 30 ans du tramway », chronique d'urbanisme. Quel est le rapport? Eh bien, la ville de Strasbourg, la métropole de Strasbourg, beaucoup d'autres villes ont été transportées, transformées par le retour du tramway, qu'on avait oublié. 100 000 personnes ont accompagné la dernière rame du tram en 1960 au dépôt, parce que le tram s'était arrêté. On l'a retrouvé. Ça a été un moyen de transport, mais un levier de transformation massif. Alfred Peter en a été un grand acteur, transformation massive de la ville. Eh bien, c'est pareil avec l'eau. Passer de l'eau invisible à l'eau rendue visible, c'est aussi un levier. Et donc, comme le tram a été une trame dans la ville, eh bien, l'eau est aussi une trame. On parle des trames vertes et bleues. Et c'est aussi, donc, je pense, un message d'espoir et un message de confiance et un message d'engagement que les agences d'urbanisme doivent maintenant reprendre et tirer de ces 3 journées. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur vous 2 minutes. Alors, vous avez compris que, Madame, que l'eau est un élément aussi qui risque. Ça peut, M. Pankow nous a montré, on a parlé de cohésion sociale autour de l'eau, dans la communauté par rapport aux gens qui arrivaient, et ça peut devenir une source de conflit. Dans vos projets chez Suez ou même ailleurs que vous aurez pu conduire, il y a eu des difficultés, des conflictualités, j'imagine, aussi par rapport à la volonté d'implémenter, enfin, inscrire des nouvelles manières de voir l'eau dans la communauté par rapport à certains projets. 2 minutes, vraiment. Oui, bien sûr, on a plein de configurations différentes. On a, en fait, moi, quand on travaille sur l'eau, on part du sol. Donc, le sujet, c'est comment on va traiter le sol, enfin les usages, donc le foncier, et puis comment on va traiter le sous-sol, donc la qualité, la composition, etc. Et le contexte aussi. On a des sites où on a, par exemple, des sites argileux, donc on va avoir des difficultés à absorber l'eau, et donc on va venir intervenir avec des solutions. On essaye d'équilibrer entre des solutions fondées sur la nature et des solutions dites dures d'infrastructure, parce qu'on ne peut pas faire autrement, en fait. Sur certains sites qui sont proches de champs captants,
de nappe potable, c'est pareil, on va avoir des stratégies différentes. Donc effectivement, on a deux choses. C'est d'abord le diagnostic qui va être poussé, qui va orienter cette stratégie. Et en appui de cette stratégie, c'est comment on va travailler avec les porteurs de projets et avec les habitants, enfin les villes, puisqu'il y a quand même tout un volet pédagogique où on essaie de faire comprendre que certaines solutions ne sont pas possibles pour des raisons surtout de sécurité sanitaire souvent et aussi économique dans beaucoup de cas. Donc effectivement, on a plein de configurations possibles et on travaille, on essaye d'adapter aussi nos outils pour essayer de communiquer. Donc par exemple, actuellement, on développe un outil qui s'appelle Tournesol et qui identifie à l'échelle des parcelles très finement les risques liés à différents aléas climatiques, dont l'eau, et aussi les opportunités. Par exemple, où est-ce qu'on va pouvoir déconnecter les réseaux, où est-ce qu'on va pouvoir replanter, etc. Et cet outil, il est extraordinaire parce qu'en réalité, il communique les enjeux, les contraintes et à la fois les solutions possibles. Voilà. Merci, merci. Madame Chartier, à vous, j'aurais besoin d'une question encore avant de conclure. Vous avez dit ce que les citoyens peuvent nous demander, etc. Après cette conversation, qu'est-ce que vous porterez au CODEV? Je veux dire, qu'est-ce que vous retiendrez d'ici et vous allez ramener à l'intérieur du CODEV ou aux citoyennes, aux citoyens? Là aussi, vraiment, 1 minute, si ça vous dérange. Synthèse, priez pour moi. Voilà. Moi, j'ai été bluffée. Alors, je n'ai pas participé à la journée de jeudi, je le regrette quand j'en ai entendu le compte-rendu, mais j'ai été bluffée par les tables rondes de mercredi et d'aujourd'hui sur l'énergie que chacun à votre niveau vous déployez pour préserver cette ressource, pour nous aider à vivre dans des endroits vivables. Vraiment, en tant que citoyenne lambda, je suis bluffée. Et je me dis que sans doute, on a notre part à prendre, mais pas seulement. On est manifestement un maillon. Alors certes, au bout d'une chaîne, on n'est pas les seuls au bout de la chaîne, hein, mais donc c'est presque un message d'optimisme que je pourrais ramener au CODEV en disant il y a des pros qui font ce qu'il faut pour qu'on ait toujours de l'eau qui coule de notre robinet. Mais ne nous relâchons pas nous-mêmes, quoi. Merci beaucoup. Monsieur Montreuil, j'ai presque envie de vous poser la même question. C'est-à-dire, autant Madame Chartier, d'abord, si vous avez un commentaire à faire après ce que vous avez entendu, mais j'aimerais bien savoir aussi si il y a quelque chose de spécifique que vous retenez, que vous portez avec vous après. Je veux dire, à l'intérieur de votre établissement, de votre institution. De manière générale, je crois que c'est toujours un peu dans la même logique. Je crois que déjà, c'est une problématique qui est une problématique conjuguée des différents services, à la fois de l'État et des collectivités, avec une nécessité qui est un besoin de régulation. C'est-à-dire que dès lors qu'on est on est passé dans une époque un peu de pénurie, effectivement, on a la nécessité d'avoir une forme de régulation de l'eau pour que, effectivement, comme disait Madame, nous puissions avoir de l'autre côté du robinet toujours cette ressource disponible. Et donc, ça implique des choix. Ça implique des choix qui sont des choix qui vont devoir être discutés avec les habitants et ensuite avec des décisions qui sont prises par les décideurs publics. Je prends quelques illustrations. Par exemple, voilà, aux Pays-Bas, certaines communes ont décidé d'interdire de nouvelles résidences secondaires pour préserver les ressources en eau. Bon, c'est un choix qu'à un moment, il faut assumer. Ou on va dans certains cas, on parlait des problématiques de prix, à Toulouse, la métropole a mis en place un tarif saisonnier de l'eau qui va être plus cher l'été. En Bretagne, on a refusé des permis de construire dans des zones où des nappes phréatiques sont surexploitées. Ou enfin, dans les Alpes-Maritimes, on a des quotas d'eau par logement pour éviter les pénuries. Donc on voit que pour
on a un double phénomène. Il me semble qu'il y a un double mouvement. Il y a à la fois comment on a une vision de long terme avec cette logique de planification que j'avais rappelée en début de propos, qui est absolument nécessaire pour ne pas avoir à subir ensuite au quotidien, c'est-à-dire avoir une vision de long terme et élaborer des documents d'urbanisme qui permettent cette prise en compte de la problématique de l'eau. Et ensuite, des décisions à prendre qui sont parfois des décisions qui peuvent être douloureuses, de régulation, mais qui sont indispensables compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et tout cela dans une logique qui soit une logique de transversalité. Alors, je ne sais pas si c'est l'heure de la conclusion ou si j'aurais peut-être plus la parole, donc j'en profite. Voilà, c'est l'heure de la conclusion. Voilà, pour vous indiquer que cette notion de transversalité, en fait, c'est vraiment l'un des chevaux de bataille de Sabine Barls, qui recevra le Grand Prix de l'urbanisme le 16 décembre prochain. Donc, c'est l'occasion de faire un peu de publicité, puisque la cérémonie sera à la Maison de la Chimie. Donc, c'est l'occasion de tous vous inviter pour cette belle cérémonie qui rejoint tout à fait les préoccupations que nous avons eues pendant ces 3 jours. Merci, merci beaucoup. Alors, oui, vous avez bien raison, on va vers la conclusion, et c'est pour cette raison que il est clair qu'il y a un enjeu de gouvernance qui est important, hein, qui n'est pas banal, vous l'avez déjà anticipé dans votre première intervention. La coordination entre les collectivités est un élément important aux différentes échelles, parce qu'il n'y a pas que le local dans son ensemble et l'État. Justement, déjà, M. Montreux disait le rôle de l'Europe, les différents niveaux des collectivités. Moi, c'est presque paradoxal que c'est moi à poser cette question, puisque je m'occupe du conflit du matin au soir, mais est-ce que l'eau en France devient une raison de conflit? Comment on peut éviter dans la gouvernance un élément qui ne soit pas de conflit? L'eau, comme tout ce qui est rare, ou ce qui devient rare, ou ce qui devient un enjeu de puissance, de survie, devient un élément de conflit potentiel, comme absolument toute ressource, comme l'énergie, comme le sont les matières rares, toutes les matières rares, tout ce qui a pu créer de l'expansion ou de la survie dans l'histoire de l'humanité a été à l'origine de conflits si on n'a pas été capable de réguler ou de normer. Et donc on a besoin effectivement dans notre pays, mais au-delà de notre pays, c'est au-delà des frontières franco-françaises qui restent malgré tout et malgré les difficultés qui sont devant nous, un territoire relativement épargné par rapport aux difficultés auxquelles vont être confrontés du fait du dérèglement climatique, des centaines de millions, des milliards de personnes vivant dans des territoires beaucoup plus fragiles climatiquement. Donc oui, c'est un enjeu majeur. Moi, je voudrais, puisque c'est le moment de conclure, peut-être venir sur 3 points uniquement. Je pense qu'à notre échelle en France, on a un effort, si on veut être efficace, c'est d'aboutir sur la décentralisation. Qui fait quoi? Qui a les moyens d'eux? On ne peut pas avoir une région qui vote un SRADET ou un SDRIF et que ce soit l'État qui s'assure que les communes respectent bien la règle posée par la région. On ne peut pas avoir des collectivités à qui on demande de faire. La transition écologique au sens large, et pas que l'eau, c'est 12 milliards d'investissements de plus par an sur le bloc des collectivités. On a des brochets de budget chaque année, quels que soient les gouvernements, qui sabrent dans les budgets des collectivités. Et qui le sabrent au fond, pourquoi? Parce qu'on a enlevé l'autonomie fiscale des collectivités. Il faut rendre une autonomie fiscale aux collectivités, recréer une responsabilisation des élus locaux, parce que si on ne fait pas ça, on sera dans la situation où on est aujourd'hui, où on écope grâce à la bonne volonté des uns et des autres, parce qu'on a tel maire, telle agglomération, telle agence d'urbanisme, tel département, telle région qui est convaincu qu'il faut faire, qui essaye de faire, des services de l'État qui, dans quelque chose qui est inextricable pour eux aussi et qui est changeant, essayent de faciliter, d'impulser. Mais si on ne va pas sur quelque chose de clair, de dire qui fait quoi, avec quels moyens de contrôle et quels moyens financiers, on continuera à gérer les choses de manière irrationnelle. La deuxième chose, c'est que je crois, c'est mon deuxième point, on a un travail pédagogique et de sensibilisation absolument essentiel à faire. Ce que vous disiez tout à l'heure, madame, mais on l'a sur toute la question de la transition écologique. Et c'est aussi être capable d'accompagner les mouvements contre les habitudes. Moi, je suis convaincu que réfléchir massivement à des questions de tarification différenciée de l'eau en fonction de ce qui est le minimum pour vivre, mais de ce qui est l'usage de consommation libre en fonction de zones qui sont en pénurie ou pas. Mais quand vous dites ça, la réalité, c'est qu'on est
confronté à peu près toutes les pesanteurs, toutes les inerties du monde qui vous disent « Ah ben oui, mais c'est pas possible parce que ça va pas marcher ». Et donc, on a besoin d'avoir ce travail pédagogique. Et puis, à côté du travail pédagogique, moi, on va peut-être un peu sortir du champ, mais il y a un travail de conviction politique à avoir. Moi, je suis extrêmement inquiet du monde qui s'annonce. On est aujourd'hui sur un parti qui est un parti trumpiste, franchouillard, climato-sceptique, qui est donné à plus de 30% dans les sondages, qui est en situation de prendre beaucoup de grandes villes ou de métropoles. Et la question, quelle sera la politique de l'eau, la politique d'adaptation au changement climatique, lorsque l'on a ces formations politiques avec des différences. La question de la droite radicale en France n'est pas celle de l'Italie, n'est pas celle de la République tchèque, n'est pas celle des Pays-Bas ou n'est pas celle des États-Unis. Mais quand on a un président des États-Unis aujourd'hui, dont on voit qu'il soutient ces mouvements, qui tient des discours ouvertement climato-sceptiques, qui remet en cause des accords de Paris, qui remet en cause à peu près toutes les politiques publiques sur lesquelles nous sommes engagés depuis des décennies, toutes les politiques publiques que les agences d'urbanisme essayent petit à petit d'insuffler, d'impulser, d'accompagner, moi je crois qu'on a aussi collectivement un combat politique devant nous. Merci. Merci beaucoup.